quand on est franc, sincère avec nous, on essaie toujours de trouver le compromis. La CFTC sera toujours, en tout cas tant que je la présiderai, un syndicat constructif, mais un syndicat exigeant. Ça, c'est clair, et j'espère qu'on pourra avoir un dialogue social de grande qualité dorénavant. J'en dis pas plus. Encore une fois, je suis très heureux de vous accueillir chez nous à la CFTC. Je vous passe la parole, si vous voulez bien nous rejoindre, monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, cher Cyril Chabagnier, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer Monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, de saluer aussi Mesdames Christine Lenabour et Laurence Maillard-Meignery, députées d'Ille-et-Vilaine, qui me font le plaisir de m'accompagner, ainsi que Monsieur le directeur général du travail, Pierre Hamin, que beaucoup d'entre vous connaissez dans les fonctions qui sont les siennes, dans les responsabilités qui sont les vôtres, au sein de la direction du travail à Paris. D'abord, Mesdames et Messieurs et cher Président, un grand merci et l'occasion pour moi de vous dire le grand plaisir que j'ai à partager avec vous un moment lors de votre congrès confédéral, le 54e du nom. Je sais que c'est un moment important pour vous, c'est aussi l'occasion pour moi de saluer presque un siècle et demi d'engagement syndical, de syndicalisme chrétien, pour défendre les travailleurs et être à l'initiative de beaucoup des coopérations, de beaucoup des rassemblements qui ont permis la progression des droits sociaux, des droits du travail dans notre pays. Tout à l'heure, en visitant quelques stands avec Madame la vice-présidente Pascale Coton, une de nos interlocutrices disait qu'il faut toujours rappeler que la CFTC est d'abord née du syndicalisme des femmes et de cette volonté de parité et de défense. Et je pense que cela fait aussi la culture et l'identité qui est la vôtre. Vous dire aussi que je suis d'autant plus heureux d'être avec vous que je sais, Monsieur le Président, que ce congrès, c'est beaucoup de travail. Qu'à l'occasion de notre dernière rencontre bilatérale, vous m'avez dit combien vos équipes dirigeantes de la CFTC, équipes de permanents, étaient mobilisées depuis maintenant des semaines et des mois pour que ce soit une réussite. C'est toujours un moment important pour une organisation de se retrouver, de pouvoir partager, de réaliser un bilan, d'analyser les avancées, de mesurer aussi le chemin parcouru et puis de tracer des orientations au travers des motions, des textes que vous examinez, que vous adoptez et dont vous débattez. C'est donc un moment très singulier, singulier pour votre organisation auquel vous m'avez convié et que je suis heureux de partager avec vous. Et je suis d'autant plus heureux de le partager avec vous que votre congrès, ce congrès, intervient peut-être dans une période d'interrogation profonde sur les conceptions que nous avons du travail, tant dans sa nature que dans son organisation. Et en cela, vos débats ont aussi une signification très particulière. Il y a des mutations, il y a des transitions que nous connaissons. Ces mutations ne surviennent pas brutalement. En réalité, nous les voyons se dessiner dans un temps long. Mais les interrogations surgissent, elles se développent, elles s'accélèrent surtout sous l'effet des crises diverses que nous traversons depuis maintenant plusieurs années. Et nous avions finalement l'habitude d'interrogations, de dialogue social, parfois même de débats que l'on pourrait qualifier d'académiques autour du travail, des conditions de travail, avec des matrices assez traditionnelles. Et aujourd'hui, à ces matrices traditionnelles se superpose l'irruption du numérique et désormais de l'intelligence artificielle, des exigences qui s'imposent à nous tous en matière de transition écologique. Il y a aussi ce que l'on voit parfois comme une forme d'essoufflement d'un modèle de carrière linéaire auprès d'un même employeur, ou encore la montée en puissance très forte dans les entreprises, dans les collectifs de travail, parfois individuellement, d'aspiration à concilier sa vie professionnelle et une éthique personnelle, la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle, la recherche de valeur dans les entreprises que les salariés veulent rejoindre ou justement refusent de rejoindre pour des interrogations ou des valeurs éthiques. Tous ces débats s'enchevêtrent et nous amènent à faire face les uns les autres, chacun dans nos responsabilités, partenaires sociaux, élus, syndicats, gouvernements, à des enjeux et à une nécessité qui est peut-être de penser le travail autrement et de parvenir à accompagner ces mutations pour qu'à la fois elles se passent bien et surtout qu'elles soient les plus productives possibles. Je partage avec vous, Monsieur le Président, le fait que face à ces mutations, et quand bien même c'est exigeant, pour reprendre votre terme, et quand bien même parfois c'est difficile, le dialogue social est le seul qui peut permettre de mener ces grandes transformations. Et je crois que dans les temps qui viennent, autour de 3 grands objectifs que le gouvernement s'est fixés et que je partage avec vous à cet instant,
le dialogue social doit à la fois trouver et retrouver toute sa place. Nous avons une première priorité, mais je le dis sous forme d'évidence, qui est d'atteindre le plein emploi. Nous sommes convaincus d'une part que c'est une question de prospérité économique, une condition de la prospérité économique, que c'est aussi une condition de la cohésion sociale, et que c'est une condition de souveraineté, puisque si nous sommes toutes et tous attachés à un modèle de protection sociale, par nature protecteur, ce modèle social a besoin de recettes. Et aujourd'hui, les principales recettes du modèle social, sa principale possibilité de se développer, de se consolider et parfois de se pérenniser, c'est de pouvoir compter sur un développement de l'emploi et la lutte contre le chômage. Nous avons mis fin, je crois, par la politique économique menée, par la reprise d'activité des entreprises, à quelques décennies de chômage de masse, avec un chômage qui a beaucoup baissé au cours des dernières années, c'est heureux. Et nous avons cet objectif de continuer malgré les difficultés que nous rencontrons. Alors pour atteindre cet objectif, nous mettons en place des politiques que nous voulons cohérentes, avec en dernier lieu le projet de loi pour le plein emploi qui vient juste d'être adopté par le Parlement. Je sais que lorsqu'on parle de réforme, lorsqu'on parle de projet de loi, ce sont évidemment des situations dans lesquelles nous pouvons être amenés, vous et moi, chacun dans nos responsabilités, à avoir des positions différentes et parfois divergentes. Mais je veux dire devant vous toutes et tous, comme vous l'avez fait jusqu'avant, que je crois qu'à chaque fois que nous avons eu ces divergences, que chaque fois que nous les avons exprimées, que ce soit entre nous ou publiquement, nous l'avons toujours fait avec le respect dû aux hommes et avec une volonté partagée d'améliorer le sort des Français. Parfois nous divergeons sur le chemin, parfois nous divergeons sur la méthode, mais je crois que nous avons en commun cette volonté de bien faire les choses et cette volonté de les faire dans le respect et le respect des interlocuteurs. Aujourd'hui, je disais, nous avons un taux de chômage qui a beaucoup baissé, c'est tant mieux. Nous avons un taux d'emploi qui a beaucoup augmenté, c'est tant mieux aussi. Et si le taux de chômage se stabilise en dessous de 7,5%, et c'est le cas aujourd'hui malgré les derniers chiffres, il y a encore beaucoup à faire pour atteindre cet objectif de plein emploi. Et peut-être plus encore à faire avec le tassement des créations d'emplois que nous connaissons et la légère remontée du taux de chômage au cours du dernier trimestre. Avec ce texte qui vient d'être voté, nous voulons d'abord mieux associer les partenaires sociaux et les collectivités locales aux définitions des politiques de l'emploi. Nous voulons améliorer la gouvernance, l'efficacité du service public de l'emploi qui parfois souffre lui-même de son propre morcellement et des difficultés de coordination. Nous voulons aussi améliorer l'accompagnement et l'aide à l'insertion, à la réinsertion des hommes et des femmes qui sont les plus éloignés de l'emploi et parfois confrontés à une immense précarité. Ça nécessite des moyens et dès l'année prochaine, Pôle emploi devenu France Travail pourra bénéficier à la fois de 300 millions d'euros supplémentaires, mais aussi 300 équivalents temps plein dans une phase progressive, puisque la loi n'entrera en vigueur formellement qu'au 1er janvier 2025. Et nous allons augmenter ces moyens du service public de l'emploi jusqu'à atteindre plus 1 milliard d'euros en 2027. Ce sont des objectifs chiffrés, quantitatifs, mais en réalité, nous devons aussi avoir en tête qu'avec ces nouveaux moyens, nous aurons à accompagner, pour passer de 7,5 à 5% de chômage, nous aurons à accompagner ou à raccompagner vers l'emploi des hommes et des femmes qui en ont été éloignés très durablement. Et que pour accompagner ces hommes et ces femmes, il faudra investir socialement dans l'insertion, dans la formation, parfois dans des activités qui seront particulièrement adaptées pour lever des freins en matière de garde d'enfants, de mobilité, d'accès au logement, parfois même en matière de santé. C'est ce que nous voulons faire avec à la fois un suivi plus intense, modernisé, notamment des allocataires du RSA, des demandeurs d'emploi. Et si je porte ce projet, si je crois en ce projet de raccompagnement vers l'emploi, c'est parce que je crois que nous retrouvons, avec cette volonté d'activité d'insertion et de formation, adaptée, en tenant compte des difficultés, en prévoyant les exemptions pour les publics véritablement empêchés, nous les connaissons. Il faut avoir en tête qu'un tiers des allocataires du RSA sont des familles monoparentales, avec des problématiques de garde, avec des problématiques de mobilité, avec des problématiques d'éloignement. Mais si nous voulons accompagner tous ceux que nous pouvons accompagner vers l'emploi, c'est parce que la conviction profonde qui m'anime pour ce projet, c'est que notre société n'est pas quitte de son devoir de solidarité lorsqu'elle a versé 607 € à une personne privée d'emploi. Elle est quitte de son devoir de solidarité et elle s'est montrée à la hauteur de son devoir de solidarité lorsque nous avons permis, par la formation, par l'accompagnement, à ces hommes et à ces femmes de sortir de la précarité, de sortir du RSA et de retrouver un emploi, un bon emploi, qui leur garantisse à la fois dignité, autonomie et émancipation. C'est un chantier sur lequel, je le sais, nous avons eu quelques désaccords, mais je suis convaincu que dans
La mise en œuvre de ces politiques d'accompagnement, ces politiques de formation et ces politiques d'aide aux plus éloignés de l'emploi, nous pourrons nous retrouver sur un certain nombre d'objectifs. En tout cas, je veillerai à tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. Il y a une deuxième priorité que je veux partager avec vous et qui fait écho, je crois, aux travaux que vous avez menés depuis maintenant 2 jours ici et que vous mènerez jusqu'à demain, qui concerne justement le travail plus que l'emploi, si vous me permettez cette expression. Depuis plusieurs décennies, le ministère dont j'ai la charge aujourd'hui a été contraint par le chômage de masse, en réalité à se préoccuper prioritairement de l'emploi et parfois à oublier que ce ministère est celui du travail et de l'emploi et pas seulement de la lutte contre le chômage ou de l'accès à l'emploi. Avec l'amélioration de la situation de l'emploi, nous avons peut-être cette occasion, cette opportunité, nous réinterroger sur la question de la qualité du travail, des conditions de travail, du sens du travail dans une période où, nous le savons, beaucoup de choses ont bougé. Il y a une étude qui est très éclairante, qui montre que finalement, entre 1990 et 2020, la part des Français qui se disent plutôt ou très heureux au travail, de leur travail, est restée assez stable, autour de 80%, ce qui est beaucoup plus que ce que l'on imagine. Par contre, la même étude montre que sur la même période, la part des Français qui considèrent que leur travail tient une place très importante dans leur vie est passée de 75% à 35%. Ça dit beaucoup sur le rapport que nous avons au travail et sur le rapport que nous avons à notre activité professionnelle. C'était un sujet au centre des assises du travail, organisées à la suite du Conseil national de la refondation. La CFTC y a pris toute sa part, et je voulais vous en remercier pour participer à l'établissement des 17 recommandations. 17 recommandations qui en réalité touchent beaucoup au dialogue professionnel, au management, à l'organisation des entreprises, et finalement au dialogue social dans l'entreprise, plus qu'à la nécessité de nouvelles normes ou de nouvelles lois. Il y a des sujets que nous devons aborder évidemment. Je pense notamment au fait que nous devons nous assurer que le travail soit justement rémunéré, parce que c'est une question de dignité, c'est aussi une question de reconnaissance et d'émancipation, et qu'il est assez insoutenable en réalité de constater que le travail ne protège pas toujours de la précarité et même de la pauvreté. Cette question du pouvoir d'achat est importante, et elle est importante dans le contexte que nous connaissons, c'est-à-dire un contexte de ralentissement assez structurel de la productivité, et aujourd'hui, un contexte d'inflation. Nous ouvrons plusieurs chantiers. Parmi les chantiers que nous avons ouverts, il y en a un que nous avons ouvert en nous appuyant sur vous, sur l'ensemble des partenaires sociaux. Je pense à la question du partage de la valeur, sujet dont j'ai saisi les différents partenaires sociaux, les organisations syndicales et patronales représentatives, le 16 septembre 2022. Et je dois dire qu'à l'époque, vous étiez peu nombreux à faire preuve d'enthousiasme ou d'intérêt pour le sujet. Beaucoup considéraient qu'une négociation interprofessionnelle autour du partage de la valeur, et peut-être plus encore parmi les observateurs que parmi les partenaires sociaux, était un sujet trop difficile pour qu'un accord puisse être trouvé. Et pourtant, cet accord est intervenu. Il est intervenu le 10 février, signé par 4 des 5 organisations syndicales, dont la CFTC, par les 3 organisations patronales, et le texte de transposition, qui est une transposition à la fois fidèle et intégrale, a été adopté par le Sénat ce matin définitivement, et je sais pouvoir compter sur l'appui des députés présents pour qu'il soit aussi adopté définitivement à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. C'est un texte important parce qu'il va nous permettre d'ouvrir des chantiers qui sont majeurs, des chantiers qui relèvent parfois du dialogue social directement. Par exemple, dans cet accord sur le partage de la valeur, la première disposition concerne la révision des classifications pour faire en sorte que le débat sur les grilles conventionnelles de rémunération, sur les conventions, ne soit pas seulement un débat de conformité des premiers niveaux de rémunération avec le SMIC, mais aussi un débat sur l'éventail des salaires et la question des classifications. Et les branches auront jusqu'à la fin de cette année pour ouvrir un dialogue autour de cette nécessité de révision des classifications. Ce texte va aussi permettre, sans jamais les substituer au salaire, d'encourager et de favoriser les dispositifs d'intéressement et de participation, notamment dans les plus petites entreprises, avec cette idée que si nous pouvons associer plus de salariés à l'augmentation de la valeur de l'entreprise et à la création de richesse dans l'entreprise, c'est aussi participer à une forme de communauté de destin et renforcer la cohésion dans les entreprises. Ce texte, et je le dis d'autant plus qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est une écriture des partenaires sociaux. Ce texte, par son application, va permettre à 1 500 000 salariés, dans les entreprises de 11 à 49 salariés, d'être couverts par des dispositifs de partage de la valeur alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Ça n'est pas une substitution au salaire, mais c'est la possibilité d'avoir du pouvoir d'achat et d'être associé à la réussite de l'entreprise. Et nous devons aller plus loin que ce simple texte de partage de la valeur. Nous voulons le faire dans le cadre du Haut Conseil aux rémunérations.
tel que l'a annoncé la Première ministre lors de la conférence sociale que vous avez mentionnée il y a un instant. Ce Haut Conseil va être installé au début de l'année 2024, va évidemment se pencher sur les évolutions salariales, sur les questions de classification, mais nous avons fait le choix, et je crois qu'il est partagé, d'avoir comme premier sujet de travail la question du temps partiel subi, parce que nous savons que derrière cette situation que je décrivais il y a un instant, de travail et de pauvreté de manière concomitante, bien souvent, c'est la question du nombre d'heures, c'est la question de la quotité du temps de travail, et donc la question des temps partiels subis, qui explique, jamais ne justifie, mais explique ces situations de pauvreté. Il y a un deuxième sujet au-delà des rémunérations qu'il nous faut aborder dans ce cadre. Et dans cette nouvelle approche du travail, vous l'avez aussi évoqué, Monsieur le Président, c'est celui de la santé et de la sécurité au travail. Parce que vous l'avez dit, au-delà des désaccords que vous avez rappelés sur la question de la réforme des retraites, il est une chose de travailler un peu plus tard, il est une autre chose de travailler en bonne santé. Et quand bien même nous n'aurions pas eu à mener la réforme des retraites, et quand bien même nous aurions eu la capacité de rester avec le même âge de départ, la question de la capacité à aller au bout de sa carrière en bonne santé était une question posée à laquelle il faut apporter des réponses. Des réponses ont aussi été apportées par les partenaires sociaux, nous les faisons nôtres. C'est l'accord interprofessionnel sur la santé au travail, qui a donné lieu à la loi de 2021. Et je crois qu'aujourd'hui, le principal enjeu, c'est un enjeu d'appropriation de l'ensemble de ces dispositions par les partenaires sociaux, sur le terrain, de chacun des dispositifs proposés pour pouvoir avancer. Il y a d'autres outils qui apparaissent. Je pense au nouveau fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, qui va permettre, et je sais que vous allez y contribuer, branche par branche, dans le cadre de la TMP, de pouvoir mettre en place des outils, de financer des politiques de formation, d'investissement, afin de réduire les expositions à un certain nombre de facteurs de pénibilité, comme les ports de charges lourdes ou encore les questions liées à l'ergonomie. Je pense que ces moyens, ces politiques, sont des mesures de prévention concrètes et surtout des conditions pour que les entreprises et les salariés puissent être véritablement impliqués et avancer sur cette question de la prévention. Quand on parle de santé au travail, quand on parle de sécurité, évidemment, on pense au quotidien, mais on pense aussi aux accidents les plus graves. Et je dois dire que lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 1 an et demi, le chiffre qui m'a le plus frappé est celui des accidents du travail graves et mortels, et en particulier des accidents mortels. J'ai découvert, parce que c'est un chiffre que je ne connaissais absolument pas, que dans un pays aussi moderne que le nôtre, 2 personnes meurent chaque jour sur le lieu de travail, et que chaque jour 100 personnes se blessent grièvement. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé d'abord une campagne de communication. Ça peut paraître anecdotique ou insuffisant, mais derrière la campagne de communication et de prévention, c'est aussi la volonté d'un choc de culture, d'un choc d'opinion publique, pour rappeler à la vigilance de tous, sans jamais oublier que c'est d'abord la responsabilité de l'entreprise, mais appeler à la vigilance de tous. Nous avons lancé cette campagne pour mettre en avant le plan santé au travail auquel vous avez contribué en 2022, et notamment ces mesures de prévention en matière d'accidents du travail graves et mortels. Et c'est une obligation en termes d'humanité que de le faire, mais c'est aussi une obligation si on regarde les choses avec un angle peut-être plus social encore. Lorsqu'on sait que les premières victimes des accidents mortels sont les travailleurs détachés, les travailleurs intérimaires, et les nouveaux embauchés, donc structurellement, statistiquement, plus souvent les jeunes, nous avons cette obligation de réussite, de formation et de mobilisation de chacun des outils pour créer une véritable culture de la prévention. Cette culture de la prévention ne doit pas écarter la question de la réparation. Je le dis en faisant ainsi une allusion à un débat juridique aujourd'hui, à la suite d'un autre accord signé par les partenaires sociaux sur la question de la gouvernance et des règles de la branche des accidents du travail, maladies professionnelles. Et je pense en particulier à la responsabilité des employeurs en matière d'indemnisation lorsqu'il y a faute inexcusable, et la volonté, je crois, partagée de préserver ce que nous appelons le compromis de 1898. C'est un débat d'une grande âpreté juridique. Mais l'âpreté n'est que juridique, puisque l'objectif partagé, l'objectif politique est partagé, c'est bien celui de bien protéger les salariés, et malheureusement, lorsque les accidents interviennent, lorsque les maladies professionnelles interviennent, que la réparation soit au bon niveau, et nous allons pouvoir ainsi continuer à avancer. Troisième sujet, enfin, que je veux évoquer devant vous pour dire qu'il y a un certain nombre de chantiers qui doivent nous mobiliser, c'est cette question de la qualité de vie au travail et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Vous avez toujours défendu l'idée que la vie ne se limite pas au travail et que le travail doit laisser place à la famille, aux engagements associatifs et aux loisirs. C'est évidemment une conviction que je partage, pourvu que le travail ne soit jamais opposé au reste, parce qu'il doit être aussi un lieu d'épanouissement et de réussite personnelle. Un lieu d'équilibre et un lieu d'inclusion. L'inclusion, parce que c'est d'abord notre obligation morale, là aussi, à toutes et tous, d'offrir des conditions de travail et de carrière adaptées à chacun, quelle que soit sa situation. Et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer votre combat sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. De dire que là aussi, au travers de la dernière loi adoptée, nous avons consacré beaucoup de mesures à l'intégration et à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et pour n'en citer qu'une, qui est celle qui me tient peut-être le plus à cœur, nous avons écrit dans la loi que l'orientation en milieu ordinaire et la mise en place d'un accompagnement adapté est un droit pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Pour dire les choses très brutalement, je veux en finir avec cette idée qu'un demandeur d'emploi en situation de handicap est d'abord considéré comme une personne handicapée. Je considère, et nous devons considérer, qu'un demandeur d'emploi qui cherche un emploi, qui est en capacité de travailler, qui le souhaite, doit être considéré comme un demandeur d'emploi et que le service public de l'emploi doit mettre en place les moyens permettant son inclusion. Et je serais heureux qu'on le fasse ensemble. Je vais en finir avec des situations qui, pour moi, sont des situations de blessures, voire d'insultes ou d'humiliation. Lorsque vous êtes reconnu travailleur handicapé, lorsqu'on vous notifie votre fameuse RQTH, on vous signifie à la fois votre reconnaissance de travailleur handicapé, de qualité de travailleur handicapé. On vous signifie si vous avez le droit à une prestation compensatoire de ce handicap. Et puis vous remarquerez, pour ceux qui voient des RQTH passer régulièrement, qu'il y a une dernière ligne qui indique que vous êtes autorisé à travailler en milieu ordinaire, que vous êtes orienté en milieu ordinaire. Comme si le fait de travailler en milieu ordinaire était un privilège qu'on vous fait, alors que ça devrait être un droit, et qu'au contraire, l'orientation en milieu protégé, notamment les ESAT ou d'autres situations, doit être finalement la dernière extrémité pour ceux que malheureusement nous n'aurons pas pu suffisamment accompagner. C'est le chantier que nous devons poursuivre. Il y a, en matière d'inclusion, un autre chantier que nous partageons, qui est celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous le savez parce que nous en avons discuté lors de la dernière conférence sociale, il y a encore beaucoup à faire pour que les écarts de salaire entre les hommes et les femmes soient résorbés et pour que les injustices flagrantes que l'on constate parfois, toutes ces injustices dites inexpliquées et qui relèvent donc de la discrimination et d'une forme de culture de l'inégalité soient résorbées. Nous avons pris 2 engagements. Le premier, c'est d'évaluer et de réviser l'index égalité professionnelle pour le rendre plus performant, pour le rendre plus transparent. Et puis nous avons un deuxième engagement qui est concomitant. La France a soutenu et la Commission européenne a publié le 10 mai dernier une directive sur la transparence et l'égalité salariale. Cette directive doit être transposée en droit français avant la fin de l'année 2026. Nous nous sommes engagés avec la Première ministre à ce que cette directive soit transposée entre la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025, parce que ça nous permettra, dans le même chantier, à la fois d'être en conformité avec de nouvelles exigences communautaires, ce qui est une bonne chose, mais aussi de faire dans le même mouvement la révision de l'index égalité professionnelle pour le rendre plus performant et avoir un outil plus efficace en matière de lutte contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. C'est ce chantier que nous allons ouvrir dès le début de l'année 2024. Dire que nous voulons l'inclusion et l'équilibre, c'est dire donc que nous voulons à la fois lutter contre les discriminations et faire en sorte que nous puissions, en matière d'équilibre, trouver les bonnes dispositions et les bons accords pour mieux concilier le temps de travail, la liberté, la vie personnelle et sans oublier les questions de performance. Évidemment, lorsqu'on évoque ces sujets-là, on pense au télétravail. On pense à ce télétravail qui offre souvent une réelle flexibilité, même si je rappelle systématiquement que moins d'un tiers des salariés sont directement concernés par le télétravail et que celui-ci peut aussi comporter, comme le travail considéré comme plus classique, des risques de fragilisation du lien humain, du sentiment collectif et parfois même des risques en matière d'ergonomie ou de conditions de travail lorsque le logement que l'on occupe n'est pas adapté à l'exercice d'une activité à distance. Nous devons aussi explorer d'autres champs. Je sais que vous les avez évoqués, notamment les organisations alternatives du temps de travail, la semaine de 4 jours qui ne nécessite aucune disposition législative ou réglementaire. C'est le dialogue social dans l'entreprise qui peut amener les solutions, à la fois au télétravail, à la fois à la question de la semaine de 4 jours et à l'organisation du temps de travail. Ce sont des sujets qui ont été évoqués lors de la conférence sociale, des sujets qui ont été évoqués lors des assises
sur des assises du travail, pardon, et que nous allons poursuivre avec vous, notamment en nous appuyant sur les travaux du Conseil économique, social et environnemental, afin que les meilleures pratiques puissent être identifiées, partagées, et que toutes celles et ceux, employeurs, salariés, organisations, qui souhaitent s'en saisir, puissent ainsi avancer. Sur ces deux sujets, pardon de partager cette conviction personnelle, mais je crois que nous devons, dans le même temps que nous favorisons leur développement, nous devons veiller à ne pas créer de nouveaux clivages. Je disais à l'instant que le télétravail, en réalité, ne peut concerner qu'un tiers des travailleurs. Et je suis parfois surpris de constater l'importance inversement proportionnelle de ces débats dans le champ médiatique et académique par rapport justement à la part des salariés concernés. Et je crois que nous devons veiller collectivement, et chacun dans nos responsabilités, à ce que ces débats sur le télétravail notamment, sur l'irruption de l'intelligence artificielle, ne privent pas tous les autres salariés de débats et de réponses, de solutions en matière de conditions de travail et de qualité de vie. Les salariés qui font les 2-8 ou les 3-8, qui sont sur les chaînes de production, ne connaîtront jamais le télétravail, et pourtant les questions relatives aux conditions et à la qualité de vie au travail les concernent très directement. Et c'est aussi à eux que nous devons apporter des solutions en veillant bien à ne pas alimenter de nouveaux clivages entre les uns et les autres. Je vous le disais, je suis convaincu que ce sont les partenaires sociaux qui ont les clés de la réussite de ces chantiers, convaincu que le dialogue social d'entreprise est important, convaincu que le dialogue social de branche est majeur, convaincu aussi, et je crois que c'est une conviction partagée, qu'en la matière, la subsidiarité est la bonne règle pour faire en sorte que le dialogue ait lieu au niveau qui est le plus pertinent pour que ce soit efficace et que chacun des acteurs puisse s'y retrouver. Je termine, mesdames et messieurs, monsieur le président, par un point pour vous dire que si nous voulons réussir ces transformations, il nous faut du dialogue social, c'est une évidence, et vous dire que je partage, même si j'en ai parfois éprouvé la difficulté, la nécessité que le dialogue social soit une façon de dialoguer autrement, pour reprendre les termes de votre propre congrès. Nous sommes, les uns et les autres, face à des transitions d'une ampleur inédite. Et je crois que lorsqu'on est face à des transitions aussi importantes, à des bouleversements aussi importants, il faut avoir l'honnêteté, mais ce n'est pas une question d'honnêteté, simplement le réalisme, de dire que personne ne trouvera les solutions seules aux défis auxquels nous faisons face en matière d'écologie, en matière numérique, mais aussi en matière de choc démographique, puisque c'est un choc démographique que nous allons connaître dans les temps qui viennent. Pour élargir le débat, songez que l'Allemagne, par exemple, va connaître dans les 2 à 3 ans qui viennent le début d'une période qui va être caractérisée par le départ à la retraite de la génération des baby-boomers de l'Allemagne. Génération qui est décalée, pour les raisons historiques que l'on imagine bien, par rapport à la France. À partir de l'année prochaine, de l'année d'après, ce sont entre 1,5 million et 1,7 million salariés allemands qui vont partir à la retraite. Dans un pays où la natalité est moins importante que dans le nôtre, et où le vieillissement est déjà plus important, ça nous laisse mesurer l'ampleur du choc démographique que nous allons connaître à l'échelle européenne. Et je crois véritablement que quand on est face à de tels changements, nous devons adapter notre dialogue social, nous devons le moderniser, et nous devons faire en sorte qu'il soit aussi efficace que possible. Une des conditions de l'efficacité, c'est la transparence de ce dialogue. Et là, vous me permettrez de partager une seconde conviction personnelle avec nous. Depuis maintenant 18 mois que j'ai l'honneur d'exercer cette responsabilité de ministre du Travail, j'en suis presque à une forme de rapport d'étonnement. Mais rapport d'étonnement qui peut rejoindre ce que Cyril Chabannier disait il y a un instant. Il y a des sujets sur lesquels le dialogue social est facile. Quand je dis qu'il est facile, c'est qu'il est convergent, qu'il est rapide et qu'il n'est pas source de clivage. Puis il y a des sujets, j'en ai quelques-uns en tête, vous aussi, au cours des derniers mois, sur lesquels c'est beaucoup plus difficile de dialoguer. Et parfois on a des surprises, comme vous l'avez dit, parce que des sujets d'apparence anodine deviennent compliqués, des sujets que l'on pensait complexes sont au contraire très faciles à résoudre. Je crois qu'à l'aune des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, je pense à la question de l'UNEDIC, la question de l'Agirc-Arrco, et je cite à dessein ces dossiers pour ne pas feindre, ignorer l'importance qu'ils ont dans les relations qui sont les nôtres au quotidien ou de manière hebdomadaire. Nous devons prendre le temps de repenser notre modèle social. Historiquement, parce que le cheminement politique a façonné une certaine conception de la solidarité nationale, la France a fait le choix de la cotisation salariale et patronale pour le financement de sa protection sociale. Et en réalité, notre modèle social repose donc, ce que je disais tout à l'heure au sujet du plein emploi, sur le travail et sur les travailleurs. Et le paritarisme, notamment le paritarisme de gestion,
en est une conséquence très directe, puisque c'est ce financement par la cotisation qui justifie pleinement le paritarisme. Or, nous le savons aussi, l'internationalisation de l'économie, ce mur de la compétitivité, de la concurrence auquel nous nous heurtons parfois, tout ça a fait voler en éclats un certain nombre d'équilibres. Et pour tenir notre rang dans la compétition économique, pour tenir notre rang en matière d'emploi, notre pays a mené depuis longtemps, plusieurs gouvernements successifs, des politiques d'exonération de cotisations. Et cela a eu comme conséquence que la part de la fiscalité dans le financement de la protection sociale, tout comme la part des crédits budgétaires de l'État, s'est accrue de manière considérable au cours des dernières années. Et si on ajoute à ça le choc démographique que j'évoquais tout à l'heure, avec mécaniquement et de manière assez inévitable aujourd'hui, une dégradation du ratio entre le nombre d'actifs cotisants et le nombre de bénéficiaires du système de protection sociale, notamment de retraités, nous nous retrouvons dans une difficulté, et une difficulté que nous devons partager si nous voulons pérenniser notre système de protection sociale. Et je crois que nous devons, dans les temps qui viennent, et quand je dis dans les temps qui viennent, ce n'est pas une question de semaines, c'est plutôt une question d'années, nous poser un certain nombre de questions sur la manière dont nous assurons à la fois la gouvernance et le financement de notre système de protection sociale. Pour prendre ce seul exemple, et peut-être de manière plus singulière encore, depuis 2018, avec l'exonération de la part salariale des cotisations chômage, nous avons finalement rebattu les cartes du financement de l'assurance chômage. Tandis que dans le même temps, le vieillissement de la population appelle à terme, et à moyen ou long terme, certainement de nouveaux déséquilibres dans notre système de protection. Donc je crois que nous devons nous poser des questions et prendre le temps véritablement de le faire autour du paritarisme, de notre dialogue social, du rôle de l'État dans la gouvernance des systèmes de protection sociale. D'autres l'ont dit avant moi, et notamment en 2018, c'est pour ça que je prenais cet exemple. Mais je suis de ceux qui assument l'idée qu'il faut tirer parfois les conséquences de cette part accrue des recettes fiscales et des recettes budgétaires dans le financement de la protection sociale, que l'État doit assumer son rôle dans la gouvernance plutôt qu'être tel l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle. On le voit à l'aune des débats qui sont les plus récents. Et je pense que nous devons ainsi repenser cette gouvernance. Je pense que nous devons aussi réfléchir à la diversification des recettes de notre système de sécurité sociale et de protection sociale pour garantir sa pérennité. Parce que je ne suis pas tout à fait persuadé que nos concitoyens soient en capacité de payer autant de cotisations qu'il faudra en payer pour garantir le même niveau de protection sociale demain qu'aujourd'hui, avec moins d'actifs et plus de bénéficiaires du système de protection. Et parce que nous devons évidemment garder en tête la question de la compétitivité. Et je crois que nous devons avoir ce travail de réflexion, y compris sur la diversification des recettes, sur la manière dont on assure la gouvernance, si on veut garantir cette pérennité, parce que cette pérennité, c'est d'abord une obligation pour les plus fragiles, les plus riches, les plus favorisés, n'ont finalement pas besoin de nous, ni des partenaires sociaux, ni de l'État, pour assurer leur propre avenir. C'est un chantier que nous devons ouvrir en veillant à ce que le dialogue social, que le rôle des partenaires sociaux soit évidemment parfaitement respecté, mais qu'on puisse ensemble garantir une véritable pérennité de l'ensemble des systèmes de protection. Je conclus, Monsieur le Président, pour vous dire que pour tout cela, les chantiers les plus simples comme les chantiers les plus difficiles, nous avons besoin d'interlocuteurs comme vous. Vous l'avez dit et répété tout à l'heure, la CFTC porte un syndicalisme réformiste, ouvert au dialogue, sûr de ses valeurs et exigeant, j'ai pu le constater parfois, souvent même, mais disposé à la recherche de solutions. Et j'ai pu voir ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que lors des différentes concertations sur les réformes que j'ai menées, nous pouvons avoir des désaccords, mais nous les partageons avec sincérité et conviction. Et surtout, j'ai pu mesurer que les désaccords sur certains sujets n'empêchent jamais de trouver des accords sur d'autres et n'empêchent jamais de rechercher les terrains du compromis. C'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, parce que vous êtes au sens littéral du terme un partenaire social. Un partenaire social n'est pas un partenaire qui est toujours d'accord. Et ce n'est pas un partenaire qui est toujours en désaccord. C'est un partenaire avec qui on discute, avec qui on travaille, et avec lequel on essaye d'envisager comment répondre aux plus grands défis. Le défi climatique, nos entreprises doivent s'y préparer, je ne vois pas comment c'est possible sans dialogue social. Le défi numérique que j'ai évoqué, le défi des nouvelles protections. J'aurai, dès le mois de janvier, à vous proposer une concertation sur la manière dont on fait en sorte que soient mieux protégés les salariés les plus exposés aux aléas climatiques, et notamment à la chaleur. Je souhaite que l'inspection du travail voit ses prérogatives renforcées pour pouvoir véritablement protéger les salariés qui sont exposés à des chaleurs absolument insupportables. Aujourd'hui, seules des mises en garde peuvent être faites, des mises en demeure, mais les arrêts de chantier ne sont pas possibles, même lorsque les conditions sont absolument indécentes et ne respectent de manière
absolument pas, enfin de manière totalement inconséquente, ne respecte pas, pardonnez-moi, de manière inconséquente les principes les plus fondamentaux. Je souhaite que nous puissions aller plus loin sur la question de la santé au travail et de la protection, et aller plus loin sur la manière dont on peut pousser, encourager le dialogue social dans les entreprises. Je crois qu'il nous revient de créer les espaces de proximité, de dynamiser le dialogue social, de dialoguer autrement. Je reprends à nouveau le terme à mon compte, pour travailler et produire autrement. C'est le sens des assises du travail, c'est le sens de la conférence sociale, c'est le sens de vos travaux, et je sais la position aussi constructive qu'exigeante qu'est la vôtre. Dernier mot, Monsieur le Président, pour vous remercier à la fois pour cette invitation, mais aussi pour la qualité de nos échanges, et pour votre capacité à avoir toujours, dans chacun des instants, su garder à la fois ce lien personnel et humain qui est votre caractéristique, mais je crois que si c'est votre caractéristique personnelle, c'est parce que c'est la caractéristique de votre organisation. Merci à vous, et très bon congrès à toutes et à tous. Merci beaucoup pour la vidéo.